fruits et légumes en France, puisque en 1990, le pays était autosuffisant. On produisait 100% fruits exotiques, mis à part évidemment 100% du nécessaire à pourvoir à nos besoins. Et là, cette année, je crois qu'on est on a dû passer en dessous de 50%. On doit être à 49 ou 50%, quoi. Et ça s'accélère. Entre 2010 et 2016, 29% des producteurs de fruits ont disparu en France, sachant que dans les 10 années précédentes, ils avaient été divisés par 2 déjà. Tout ça va extrêmement vite. Il est important d'élucider les raisons et d'imaginer des politiques ou des initiatives, en tout cas, qui puissent inverser la vapeur. Étant donné la brutalité des crises qui s'annoncent, ou des crises qui sont même en cours pour certaines, il est vital probablement d'engager une relocalisation de notre production alimentaire au plus près des bassins de consommation. Voilà. Donc cette question de ce sujet des pesticides, inverser la vapeur. Il frappe particulièrement, étant donné le débat public, la brutalité des crises au qui point, s'annoncent, des crises qui sont même en cours pour certaines. Il est vital probablement d'engager une relocalisation agisse, étant donné qu'il commençait à y avoir des situations extrêmement tendues dans les campagnes. Il se trouve que depuis le début ou le milieu des années 2000, les connaissances scientifiques s'accumulent sur l'impact des pesticides, que ce soit sur la santé humaine ou sur les écosystèmes. D'engager une relocalisation. Leur présentation dans le débat public fait monter une grande inquiétude de la part des riverains, notamment des riverains de paysans qui sont inscrits dans l'agriculture conventionnelle, qui donc utilisent des pesticides de synthèse et les pulvérisent à proximité des maisons des habitants. Et au début des années 2000, dans le Limousin, en Corrèze en l'espèce, il y a une situation très problématique qui a émergé, au point que riverains et paysans ont manqué d'en venir aux mains à plusieurs reprises. Il y a eu des parcelles de pommiers, puisque c'est la production principale, particulièrement concentrée, du fait de l'existence d'une indication géographique protégée en Limousin autour de la pomme, de variété de Golden. Et des parcelles qui ont été tronçonnées par des riverains. Bon, les choses tournaient très mal. Et du coup, le préfet de Corrèze s'est saisi de cette problématique et a mis tout le monde autour de la table. Alors tout le monde, c'était les associations de producteurs, l'association nationale Pompoir, qui est un défenseur historique des pesticides, les coopératives pomicoles locales, et puis aussi des associations environnementalistes et notamment l'antenne locale de cette ONG qui s'appelle Génération Future, qui depuis une quinzaine d'années, une quinzaine d'années, est le principal vecteur du versement au débat public de données scientifiques sur les pesticides, et qui agit comme une sorte de lobby dans le débat public pour amener à des politiques publiques qui restreignent l'usage des pesticides dans l'agriculture. Donc, ce qui a été fait, cette concertation-là qui a eu lieu, qui s'est étalée sur plusieurs années, entre 2012 ou 13 et 2015 ou 16, et qui d'ailleurs se continue, a donné lieu à une sorte de charte de coexistence, en fait, entre riverains et producteurs de pommes. Une charte qui imposait des bandes non traitées autour des habitations, plus l'installation de filets brise-vent pour éviter les phénomènes de dérive de pesticides vers les habitations, et un certain nombre d'autres dispositions. Voilà, les choses se sont un peu tassées en termes de conflictualité depuis, et voilà. Bon, les années ont passé et Emmanuel Macron a été élu à la présidence de la République. Et les scandales autour des pesticides ont continué. On a eu assez récemment un chef de culture qui est mort en Loire-Atlantique d'une intoxication aiguë à partir d'un pesticide, d'un désherbant associé à la production de mâches.
Et puis on a régulièrement des ouvriers agricoles ou des paysans qui portent plainte contre tel fabricant de pesticides suite au développement d'un Parkinson ou d'un cancer caractéristique de l'exposition aux pesticides. Alors, le gouvernement s'est retrouvé, du fait d'une obligation réglementaire européenne, à devoir travailler un texte, enfin la réécriture d'un texte qui codifie, qui réglemente l'usage des pesticides, puisqu'il avait été cassé devant le Conseil d'État en raison de certains éléments techniques d'inadéquation quant au droit européen. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que en fait, il a été choisi. Enfin, tout ça, c'est fait à l'occasion d'une. Enfin, il y a une espèce de grande concertation nationale d'abord qui a cadré les échanges entre les associations environnementalistes, les syndicats agricoles, les associations de producteurs et les trois ministères concernés, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Et alors, j'étais là, j'étais présent en tant que représentant de la Confédération paysanne sur ce sujet. Et à ma grande surprise, le premier propos, c'était en juin 2018, le propos liminaire de la personne représentant le ministère de la Santé qui a introduit les débats. Les débats devant porter sur la protection des riverains, en fait, vis-à-vis des épandages de pesticides. Ce qui nous a été dit d'abord, donc, c'était qu'il ne s'agissait pas, en aucun cas, de légiférer sur le sujet. Il y avait des précédents très intéressants sur le territoire, en l'occurrence la Corrèze et sa charte de coexistence entre riverains et producteurs de pommes, et que une initiative telle que Emmanuel Macron cherchait à les mener désormais, celle de la mise en avant de démarches exemplaires sur le territoire, devait désormais se substituer à des approches par la loi, par la transformation systémique. Il s'agissait désormais, dans le nouveau monde, parce qu'en fait, le monde d'après, il y a quelques mois, c'était le monde qu'avait fait, que cherchait à faire advenir Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression. Il disait c'est le nouveau monde. Et le nouveau monde tel qu'il nous a été présenté ce jour-là, c'était un monde où en fait il s'agissait plus de légiférer, que la loi c'était quelque chose de violent pour la société, pour les gens, pour l'économie, et qu'il allait donc plutôt falloir porter des exemples et chercher à les diffuser par l'exemplarité et voilà, la mise en avant simplement. En fait, le, 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 ce qui était à la source de ce changement de philosophie politique assez brutal, c'est le fait que les pesticides, évidemment, les pesticides sont à quoi ça sert concrètement? Ça sert à limiter l'impact de maladies fongiques, bactériennes, ou limiter l'impact d'attaques d'insectes sur les rendements des productions. Ça sert à maximiser les volumes produits sur une surface donnée. Donc, à limiter les coûts de production unitaires par kilo de fruits ou de légumes ou de blé, etc. Et pour un gouvernement libéral, comme c'est le cas des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, donc un gouvernement qui considère que la logique de compétition, que la compétition économique fait advenir du nouveau, une autre répartition des richesses, et que cette façon de penser l'économie, non pas tellement en lien avec les besoins de la collectivité, mais en lien avec la quête de chacun d'une réussite économique, d'une expansion, d'une prise de marché, etc. Étant donné donc cette orientation philosophique de ce gouvernement, et la façon dont, en conséquence, il ne peut pas critiquer les règles inscrites dans le marbre des traités européens, qui instaurent en toute chose la compétition économique, c'est un gouvernement qui ne peut pas traiter le problème des pesticides. Parce que si on décidait de sortir des pesticides à l'échelle nationale, réglementairement c'est possible. Bien que les traités européens finalement dépossèdent la communauté
nationale française de beaucoup de possibilités sur le terrain économique notamment. On peut plus légiférer. Il y a beaucoup de choses en matière de commerce. Il est très difficile de légiférer au plan national parce que on a transféré énormément de compétences aux institutions européennes et à la Commission. Mais néanmoins, on pourrait interdire beaucoup de pesticides puisque il existe un règlement européen sur le sujet des pesticides, mais les pays évidemment sont laissés libres de faire mieux. C'est-à-dire que on peut interdire sur le territoire national un pesticide qui reste autorisé au niveau européen. On peut réduire la limite maximale de résidus d'un pesticide au-delà. Se donner un seuil maximal de résidus de pesticides d'un pesticide donné sur une production donnée qui est plus exigeant que ce qu'il y a dans le règlement européen. Mais immédiatement, évidemment, étant donné le rôle technico-économique des pesticides que je citais juste avant, celui de comprimer les coûts de production, dès que vous faites ça, dès que vous limitez au niveau national le recours à un pesticide ou à une famille de pesticides, vous créez ipso facto une distorsion de concurrence, puisque le marché unique européen fonctionne moyennant la liberté absolue de circulation des marchandises et la liberté absolue. Et quand je dis absolue, c'est cité dans le texte. Hein, c'est un mot qui est inscrit noir sur blanc. C'est assez effrayant, mais c'est comme ça. Il y a une liberté absolue de fixation des prix. Et donc, dès lors que dès lors qu'un choix national d'interdire un pesticide est formulé, eh ben le gain en termes de productivité à l'échelle de la ferme que permet le pesticide disparaît et il se crée immédiatement une distorsion de concurrence. Ça c'est vrai. C'est l'argument qui est systématiquement avancé par les tenants, par les défenseurs des pesticides, que ce soit la FNSEA ou le lobby des pesticides, hein, qui s'appelle l'UIPP, l'Union des industries pour la protection des plantes, qui est d'ailleurs, soit dit au passage, dirigée par une personne qui était responsable précédemment du secteur environnement de la FNSEA. Je ferme la parenthèse. Et voilà, c'est un discours qui développe. C'est un discours qu'il développe systématiquement pour dire non, il faut qu'on garde ces pesticides-là parce que ça créera une distorsion de concurrence. Eh bien, moi je dis que c'est vrai. On a un réflexe. Il y a un réflexe dans les milieux environnementalistes qui est celui de s'opposer systématiquement au discours et aux éléments de langage de l'adversaire, hein, que peut être sur certains sujets la FNSEA ou le lobby des pesticides. Mais dans les faits, c'est vrai. Il est impératif. Si on veut sortir des pesticides, on ne peut pas le faire sans regarder l'ensemble des déterminants de la problématique. Or, les pesticides sont efficaces, entre guillemets, pour comprimer les coûts de production sur la ferme. Sur la ferme. C'est-à-dire que, et ça c'est caractéristique de la différence qu'il y a entre l'agriculture paysanne et l'agriculture industrielle, recourir à ces techniques telles que les pesticides, en fait, ça permet de faire baisser les coûts de production, mais artificiellement, parce que dans les faits, le recours aux pesticides, ça génère des coûts secondaires, des coûts cachés, qu'on appelle dans le jargon économique des externalités, parce que c'est extérieur, c'est des coûts qui n'auront pas à être assumés sur la ferme et qui n'apparaissent pas dans le prix des productions. Mais c'est des coûts qui sont vertigineux. Les coûts de la gestion collective des cancers et des maladies neurodégénératives consécutives à l'exposition aux pesticides, le coût du traitement social du chômage, puisque pour l'essentiel quand même, les pesticides servent à supprimer du travail humain sur les fermes, ou encore le coût non moins vertigineux de la dépollution des eaux ou des sols. Donc en fait, les pesticides ruinent la collectivité, mais par cette logique d'externalisation des coûts et de dissimulation des coûts et de transfert des coûts finalement au champ de la collectivité, eh ben, ça permet de sortir des prix, d'avoir une alimentation artificiellement bon marché qui prend des parts de marché à des agricultures qui cherchent à assumer leurs coûts tout entiers, notamment en ne recourant pas à des artifices tels les pesticides,
et en utilisant en lieu et place de ceci le travail humain ou bien des protections physiques contre les insectes. Ou, bref, il y a un certain nombre d'alternatives. Tu citais, Alizé, tout à l'heure les préparations naturelles. Euh, c'est une famille d'alternatives. Mais la grosse difficulté, la très grosse difficulté qu'on a, c'est que la plupart des alternatives, des familles alternatives aux pesticides qu'on utilise, donc les barrières physiques, le travail humain, les préparations naturelles, le biocontrôle, je vais pas détailler de quoi il s'agit, mais bref, il y a plein il y a beaucoup de familles de différentes alternatives, pratiquement toutes, disons 95% de, 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 de ces alternatives. Bon, pardon. D'abord, tous les usages de pesticides. Alors, quand je parle d'usage, c'est le couple molécule de synthèse. C'est plutôt un trio. Molécule, maladie, production. Un usage, c'est par exemple le mildiou sur tomate. Le mildiou sur tomate, c'est un usage. Donc cuivre, tomate, mildiou. Ça, c'est un usage. Voilà. Tous les usages de pesticides de synthèse peuvent être remplacés par des alternatives, ou disons peut-être 95 ou 98%. Là, pour le coup, la FNSEA et l'UIPP mentent lorsqu'ils disent si vous retirez tel pesticide, on va être dans une impasse technique. Ça, c'est l'expression consacrée. La notion d'impasse technique, ça veut dire que si on retire tel pesticide, les paysans se retrouvent à poil, si vous me permettez l'expression, face à une problématique sanitaire. Bon, eh bien ça, c'est faux. C'est un mensonge, littéralement. Il existe des alternatives pour quasiment 95% ou 98% des usages de pesticides en agriculture. Par contre, une proportion équivalente de ces alternatives et de ces usages par des alternatives, 95% des alternatives, eh ben leur mise en œuvre, leur recours sur la ferme en fait est moins efficace entre guillemets que le pesticide correspondant. C'est-à-dire que soit elle est plus coûteuse à mettre en œuvre, soit elle est moins efficace, ou les deux à la fois. En tout cas, ça correspond à une augmentation des coûts de production par rapport au recours aux pesticides concernés. Donc en fait, il n'y a certainement pas un impasse technique, mais il y a mur économique, à n'en pas douter. Surtout dans les situations de distorsion de concurrence dans lesquelles, qui sont organisées dans le marché unique européen. Je citais tout à l'heure la libre circulation des marchandises et la liberté des prix. Il y a un troisième type d'article dans le traité de Lisbonne, le traité de Lisbonne, c'est l'ex traité constitutionnel européen. Ce texte que en France on avait rejeté à 55 ou 56% en 2005 et qui nous a été réimposé par la fenêtre par Sarkozy en 2009 ou 2008 et qui est en vigueur là, qui organise la vie institutionnelle européenne et certains aspects des relations entre États membres. Dans ce texte, et ça c'est quasiment un tabou du débat public, il y a un article, l'article 153, qui fait interdiction au Parlement européen et au Conseil des États membres d'engager quelque démarche que ce soit qui vise explicitement l'harmonisation sociale ou fiscale en Europe. C'est-à-dire qu'on a un texte là, le traité de Lisbonne, qui impose la liberté de circulation des marchandises, totale, la liberté des prix et l'interdiction d'harmoniser leurs conditions de production. À quoi est-ce que ça peut mener d'autre qu'à une harmonisation par le bas, finalement? Rien, ça peut pas amener ailleurs, et c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire que les productions françaises migrent vers des zones où les conditions sociales et salariales sont plus compétitives, et il s'exerce, du fait de cette distorsion de concurrence, une pression agie notamment par la FNSEA pour faire baisser les standards en termes de normes sociales, environnementales, etc. Sur le territoire national. En fait, ce qui fait que finalement, la situation de libre-échange dans laquelle on est
du fait du marché unique européen, rend d'une complexité absolument, très difficilement surmontable l'enjeu de sortie des pesticides. Du fait de ce que la sortie des pesticides augmente, met une couche supplémentaire de distorsion de concurrence, alors même que l'économie française pâtit de distorsion de concurrence terrible sur le terrain du droit social et sur le terrain salarial, bien sûr. Voilà. Alors, donc, pour cette raison, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que le gouvernement, un gouvernement libéral et Emmanuel Macron ne peut pas traiter le sujet des pesticides au plan systémique. Ne peut pas, sauf à remettre en question la logique de libre-échange qui nous empêche de mettre en œuvre des choix collectifs qui créent de la, qui renchérissent finalement la valeur, le prix de l'alimentation. Ça nous est interdit par la situation de distorsion de concurrence dans lesquelles on est enfermé dans le cadre des marchés uniques urbains, et un gouvernement libéral ne peut pas engager des politiques de sortie des pesticides parce que celles-ci se transforment immédiatement en politique de sortie de l'agriculture et de délocalisation de production. Voilà. Du coup, la supercherie, le tour de passe-passe auquel j'ai donc assisté ce jour de juin 2018 au ministère de la Santé, on était en train de nous dire, en fait, il n'y a pas de problème de pesticides en tant que au niveau global. Hein. Il y a des problèmes de coexistence entre riverains, entre paysans et riverains sur le terrain. Et ce qu'ils ont essayé de faire de façon très habile, c'est finalement de faire disparaître l'enjeu de la sortie des pesticides en fragmentant cette problématique en une myriade de problématiques de coexistence sur les territoires. C'est-à-dire refiler la patate chaude finalement aux chambres d'agriculture, aux préfectures, aux municipalités, etc. Et sans laver les mains. Voilà. C'est ça la politique. C'est pour ça que que nous tous, on a entendu parler de cette charte de coexistence il y a environ 2 ans partout. C'est pour cette raison. C'est la façon dont le gouvernement a trouvé moyen de se défaire d'une problématique dont il était idéologiquement pas en mesure, d'affronter. Et moyennant quand même un choix qui est scandaleux. Bon, non seulement ça consiste à ne pas traiter le sujet des pesticides là où il existe, c'est-à-dire au plan systémique. C'est quand même l'État qui autorise, qui produit les autorisations de mise en marché. C'est bien là que les choses se jouent. Eh bien non, finalement, le gouvernement a préféré mettre en scène la problématique des pesticides comme une problématique d'affrontement entre le monde agricole et le reste de la société, plutôt que d'avoir à affronter ses contradictions, son impuissance politique, quoi, finalement. Ce qui est utiliser la division sociale, la division de la société pour se débarrasser de problématiques qu'on n'a pas le courage d'affronter et qui contredisent finalement sa propre orientation idéologique, c'est pour le moins critiquable et irresponsable en l'occurrence, parce que ça a été extrêmement mal vécu. Non seulement se moquer des riverains, parce que on retrouve des quantités de pesticides énormes au pôle de la planète, ou même ne serait-ce qu'au cœur de Paris. Ce n'est certainement pas 50 mètres, ni 150, ni 2 kilomètres qui vont protéger les riverains des épandages de pesticides. J'ajoute à ça que parmi les effets délétères des pesticides sur la santé humaine, il y a le problème de la perturbation endocrinienne. Je crois que 30 ou 40% des pesticides ont un effet de perturbateur endocrinien. Il faut bien comprendre comment il fonctionne cet effet. Le système endocrine humain, c'est un système beaucoup plus, ça s'apparente à un système informationnel. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne. Les hormones fonctionnent comme comme des informations, des messages. C'est pas une certaine quantité d'hormones qu'il faut pour déclencher une réponse d'un organe à l'autre. C'est
c'est comme c'est binaire. C'est soit il y a le signal, soit il y a pas. Je veux dire par là que la perturbation endocrinienne, c'est un effet délétère qui se manifeste à partir de quantités de molécules à la limite du détectable. C'est certainement pas en réduisant l'usage des pesticides qu'on va supprimer l'effet de perturbation endocrinienne, puisque il suffit de quelques molécules pour avoir le même effet que si on en avait des millions, quoi. Hein. Donc, en aucun cas, la réduction des pesticides. Oui. Emmanuel, juste une question. Du coup, tu dis c'est pas à 150 mètres ni à 2 kilomètres qu'on peut être protégé des pesticides, mais alors c'est à combien en fait de distance qu'on peut être sûr de pas être touché en fait, comme justement comme riverain? Ben en fait, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des riverains en quelque sorte. Je pense qu'on est tous riverains de l'agriculture qui a recours aux pesticides. Euh, En fait, il y a énormément de molécules de pesticides de synthèse qui sont extrêmement volatiles. Selon le vent, la température, ça peut voyager sur des distances extraordinaires. Euh, euh, il y a également le problème des effets cocktails. Euh, En fait, on utilise des centaines de molécules de synthèse en agriculture. Je vous laisse imaginer le nombre de combinaisons potentielles que ces centaines de molécules peuvent avoir avec elles-mêmes et qui ne sont absolument pas objectivables scientifiquement. Il faudrait mener des études pendant des siècles pour connaître tous les effets délétères de toutes les combinaisons de pesticides possibles. Et vous avez entendu parler de ces enfants qui naissent avec des malformations des membres supérieurs là. Il y a eu ça, enfin on a entendu parler il y a 2 ans, je crois, en Savoie, en Loire-Atlantique, etc. Il est impossible de déterminer l'origine de ces troubles-là. C'est probablement le produit d'un effet cocktail, en fait, entre plusieurs pesticides ou entre un pesticide et des molécules utilisées dans l'industrie par ailleurs, peut-être dans le bâtiment, tout ça n'est pas objectivable. On ne peut pas construire une connaissance de l'ensemble des possibilités de combinaison délétères de molécules de synthèse, qu'elles soient agricoles ou autres. Je me souviens, j'étais en agriculture conventionnelle jusqu'à il y a quelques années. Je produisais des pommes, donc j'utilisais des pesticides dans les années 2000 là, et un jour, notre coopérative, enfin la coopérative auprès de qui je me procurais des pesticides, nous a appelé, nous a envoyé un courrier, vite, ramenez votre boîte de méthyloparène, c'était un produit contre la tablure du pommier. Vite, même si c'est pas, même s'il en reste dans la journée, quoi. Putain, je dis qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que c'est que ce truc. Bon, d'abord, la coopérative était incapable de m'expliquer quel était le problème, tu vois. Bon. Et il a fallu que je trouve qu'on a cherché sur Internet l'information sur un site canadien. En fait, cette molécule ruisselait, regagnait les eaux et en fait, dans les eaux de ruissellement, si celle-ci se retrouvait à passer dans une station d'épuration, cette molécule entrait en réaction avec l'ozone qui est utilisé dans les stations d'épuration et se combinait pour créer une molécule abominablement cancérogène. Voilà, et il fallait l'imaginer. Hein. Comment voulez-vous imaginer toutes les combinaisons possibles? En fait, ce n'est pas possible. C'est pour ça que la réduction des pesticides, c'est une arnaque. Il faut en sortir tout bonnement. Et quant aux impacts sur la santé, ne serait-ce que pour ces 2 raisons, l'immensité des possibilités de combinaison des molécules entre elles, donc les effets cocktails, et l'effet perturbateur endocrinien de beaucoup de pesticides à des doses infinitésimales, ces deux raisons-là devraient nous faire absolument renoncer à parler de réduction des pesticides. Mais je sais plus pourquoi je parle. Ah oui, voilà, c'était sur la question de la distance. Oui, oui. Oui, je pense pas qu'il y ait de seuil. Je pense pas qu'il y ait de distance à partir de laquelle on puisse dire là vraiment on est tranquille. Non, ce n'est pas le cas. Bon, en fait, ces zones non traitées de 50 mètres là.
qui prétendent qui prétendent protéger la santé des riverains vis-à-vis de l'épandage de pesticides, en réalité, elles sont faites, ces zones de non-traitement, pour protéger le système pesticide de la montée de l'inquiétude chez les riverains. Enfin, voilà, il s'agit de calmer et de rassurer les riverains et en aucun cas de protéger leur santé. Enfin, je veux dire, toutes les données scientifiques sur le sujet disent que c'est une escroquerie cette affaire. Euh, non seulement, enfin, le but c'était bien de pacifier et de calmer le débat public pour ne pas en arriver à devoir transformer les choses au plan systémique. Et d'ailleurs, ça, ça s'est retrouvé de façon spectaculaire le jour de cette réunion. Parce qu'en fait, bon, moi, en fait, je me suis retrouvé un peu seul à défendre, enfin, à m'opposer à la création de zones de non-traitement. Et le lobby des pesticides qui était présent, l'UIPP, dont je parlais tout à l'heure, finalement, eux avaient très bien compris où était leur intérêt. Ils ont défendu l'instauration de zones de non-traitement bec et ongle, conjointement avec les organisations environnementalistes, qui n'ont pas compris qu'elles étaient en train de se faire rouler dans la farine. Et voilà, donc ça s'est fait. Oui. Et, Emmanuel, du coup, vous enfin toi, là je te parle vraiment à toi, comment t'imaginerais en fait des solutions justement pour sortir de ce tout pesticide en fait Je pense que ça c'est un sujet qui nous concerne très au-delà des questions agricoles. Les pesticides, de même que l'hypermachinisme, enfin bref, tout ce qu'a amené la révolution verte de l'après-guerre, il faut essayer de comprendre quelle en est l'origine. Qu'est-ce qui a fait, pourquoi on s'est engagé collectivement sur ce chemin qui a consisté finalement à opérer pour reprendre l'expression de Pierre Bitoun, opérer le sacrifice des paysans. Euh, euh, et finalement à ridiculiser leur savoir-faire construit par des siècles de pratiques et y substituer des technologies telles l'hypermachinisme ou les pesticides, des technologies donc qui seraient de nature à comprimer les coûts de production de notre alimentation. Corrélativement à l'arrivée des pesticides, le budget alimentaire des ménages a quand même été divisé par 2,5 en 50 ans. Et ça, il faut comprendre, enfin c'est essentiel, que cette logique de compression du budget alimentaire des ménages, elle est vitale. Elle est vitale à l'ordre capitaliste. Bon, non seulement, mais ça c'est connu, mais c'est peut-être pas si déterminant que ça finalement. Non seulement il a fallu pour industrialiser le pays dans l'après-guerre, il a fallu libérer des bras. Bon, ça, c'est connu. Bien sûr que les bras, ils existaient avant tout, ils étaient disponibles dans le monde agricole. Mais il y a un autre aspect, à mon avis, encore plus important, qui tient à la nature de l'ordre capitaliste. C'est un système. Et c'est ce que Marx appelait la contradiction interne du capitalisme. Peut-être une notion malheureuse, mais bon, en tout cas, c'est que c'est un système qui produit toujours plus, notamment par la mécanisation de la production et puis par la création de technologies toujours plus productives, tout domaine économique confondu. Hein. Il produit toujours plus et en comprimant le prix du travail humain tout le temps. C'est le rôle du MEDEF. Hein. Bon, et ben finalement, c'est un système donc qui produit toujours plus pour une demande qu'il tend à détruire. Donc, c'est un système qui se retrouve régulièrement en situation de surproduction. La crise de 1929 est une crise de surproduction. La crise des subprimes en 2007 aux États-Unis est une crise de surproduction, puisque on a été obligé, les gens sont tellement mal payés aux États-Unis, les travailleurs, je veux dire,
on a été obligé pour qu'ils puissent se loger, de leur prêter des ronds qu'ils étaient absolument incapables de rembourser, étant donné leurs revenus misérables. Et c'est là que s'est constituée une bulle, la bulle des subprimes, qui a fini par péter et par embarquer toute l'économie, y compris toute l'économie mondiale. C'était une crise de surproduction, la crise des subprimes. Et ça, c'est une logique qui est caractéristique de la logique capitaliste, qui détruit la demande pour ses propres productions. Et ça, c'est un gros problème pour ce régime économique-là. Et parmi les solutions qu'ils trouvent, il y a bon, je vais essayer de la faire un peu plus courte, mais enfin, il y a l'endettement privé aux États-Unis et l'endettement public au travers des services publics, etc., pour pallier la pauvreté des gens. On fait des services publics. Ça, c'est plutôt la culture européenne. Et il y a cette autre piste qui fonctionne depuis des décennies et dont on parle jamais, c'est la compression du budget alimentaire des ménages. Diviser par 2,5 le budget alimentaire des gens, donc de faire passer de 30 à 12 en l'espace de 60 ans, ça a libéré, ça a resolvabilisé en quelque sorte la demande des gens pour tous les autres biens de l'économie capitaliste en fait. Et ça, c'est absolument essentiel pour ce système. Il est, c'est une perspective qui devient indispensable. De la même manière, et d'ailleurs ça marche à peu près avec, l'oligarchie que servent les gouvernements libéraux successifs, c'est très bien que pour pouvoir continuer à piller la population par la compression du prix de son travail notamment, il faut pouvoir néanmoins lui garantir une assiette de garnie au minimum, quoi. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et les printemps arabes ont pu rappeler à nos gouvernants, à nous, que quand les gens n'arrivaient plus à se nourrir, ça bardait sévèrement. Donc c'est quelque chose que les gouvernants ont toujours en tête. Il faut que les plus pauvres, en tout cas que les gens qui sont paupérisés par les politiques néolibérales gardent un accès à l'alimentation. Et c'est d'ailleurs ce que nous a sorti Stéphane Le Foll, alors qu'on était reçu par lui suite à nos actions à l'usine des 1000 vaches là, il y a 5 ou 6 ans. Il nous avait dit, Le Foll, bon, vous savez bien que l'usine des 1000 vaches, c'est pas mon modèle. Mais reconnaissez quand même que l'agriculture industrielle permet aux plus pauvres d'accéder à l'alimentation. Voilà. Il faut comprendre en fait que l'industrialisation de l'agriculture, cette dynamique-là, elle est indissociable de la dimension égalitaire et du creusement des inégalités dans la société et de la façon dont c'est regardé par nos gouvernants, quoi. C'est absolument c'est essentiel à comprendre. Et du coup, toi, comment est-ce que tu cultives? Parce que je crois que tu as des stratégies par rapport à ça. Ouais, mais moi je suis un individu. Et moi, ce que je fais, la seule chose qu'il est possible de faire dans le contexte catastrophique et scandaleux dans lequel on est tenu en production fruitière et légumière en France, c'est-à-dire qu'on touche pas le PAC. Quand bien même on toucherait de la PAC, dans des proportions raisonnables, en tout cas, ça ne couvrirait pas 5% ou 10% des distorsions de concurrence qu'on subit de la part, par exemple, des importations espagnoles en fruits et légumes. Donc, en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gouvernements français successifs n'activent pas la possibilité que leur donne le règlement PAC européen de soutenir la production de fruits et légumes en France, parce qu'ils savent très bien que, étant donné l'ampleur des distorsions de concurrence, ça serait de balancer de l'argent par les fenêtres. Du coup, la production de fruits et légumes est abandonnée. On laisse filer le truc en Espagne, considérant que, selon la thèse de l'économiste Ricardo, qui est le grand théoricien du libre-échange, cette logique de compétition, ben voilà, il y a des avantages comparatifs en Espagne, par exemple, qui sont tels que il est juste de laisser filer la production dans ces zones à plus compétitives, quoi, en raison de l'infériorité de leurs droits sociaux et salariales.
Mais ça nous intéresse quand même de savoir, Emmanuel. Ah, mais alors, je vais le dire, oui. Donc, moi, Il reste 5 minutes, donc c'est. j'ai trop parlé. Je voulais parler de plein d'autres trucs. Ok. Parce que tu Bon, viens aussi parler alors, de la sécurité sociale, de l'alimentation, enfin plein de choses super intéressantes. ben ouais. Ah, bon, ben moi, je fais comme, enfin, je suis dans la fuite en avant, dans la logique de niche. J'étais déjà en vente directe, je faisais des fruits que j'essayais de faire très bons. Euh, je fournissais des restaurants de luxe à Paris, beaucoup. Euh, Quand on veut faire des choses en assumant, en faisant du bon, en assumant les coûts, travailler dans de bonnes conditions sociales, etc. Et ben mécaniquement, on se retrouve à ne pas pouvoir servir la majorité de la population si on veut répercuter ces coûts dans le prix. Et donc voilà, bon, je me suis retrouvé coincé. On a eu plein de problèmes avec le dérèglement climatique, des nouveaux insectes, des oiseaux qui changent de comportement. Des gelées printanières qui se multiplient, et pas de moyens économiques d'investir pour lutter contre ce dérèglement climatique à l'échelle de la ferme. Donc j'ai dû tout arracher et là je suis en train de planter des fruits exotiques, euh, pas des fruits tropicaux, hein, mais enfin, bref, des fruits qui n'existent pas en Europe, tout simplement pour ne pas être face pour être le seul sur le marché, tout simplement. C'est la logique de niche. Ce qui est, ce qui est une astuce individuelle, mais en aucun cas quelque chose qui est défendable comme façon de survivre au libre-échange. Enfin, voilà. Ce qui va se passer, c'est que je vais produire des fruits rares que je pourrais valoriser, mais qui seront probablement pour une large partie du volume réservés aux riches. Voilà. C'est la raison pour laquelle, enfin, cet état de fait, c'est-à-dire le fait que quand on veut ne pas recourir aux pesticides, travailler en bonne intelligence avec ses salariés, bref, faire des bonnes choses et les faire bien, et ben on se retrouve à devoir en priver finalement le gros de la population et singulièrement les catégories populaires. Et c'est de là que vient le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Essayer de neutraliser ce en quoi l'inégalité économique dans la société et l'inégalité face à l'offre alimentaire pèse sur l'offre alimentaire et amène un ministre à dire que l'industrialisation de l'agriculture c'est bien parce que ça permet aux pauvres d'accéder à la bouffe. Eh ben non, il faut absolument à défaut d'instituer une société égalitaire, au moins faisons-le puisqu'on l'a fait concernant la santé ou enfin l'accès à la santé en tout cas. Faisons-le également sur la question alimentaire. L'idée étant, j'ai encore le temps de dire ça vite fait là. Ouais. L'idée, c'est d'instaurer une cotisation, une cotisation, une cotisation sur salaire, qui viendrait abonder une caisse nationale de 120 milliards d'euros par an. Laquelle caisse donnerait droit à chaque mangeur, du plus pauvre au plus riche, selon le principe universaliste qui a présidé à l'institution du régime général par le Conseil national de la résistance dans l'après-guerre. Donc donner le droit à chaque mangeur, indépendamment de sa condition, à 150 euros, un crédit de 150 euros mensuel, qu'il pourrait faire valoir auprès de producteurs, de transformateurs ou de commerces conventionnés comme le sont les toubibs. Mais à la différence du conventionnement des toubibs qui se fait par l'ordre des médecins, etc. Enfin bref, là il s'agit que ça repose sur une activité démocratique. Et en l'occurrence, je parlais d'une caisse nationale de 120 milliards d'euros par an. En réalité, c'est une multitude de caisses locales que la population a en gestion, moyennant une activité démocratique. L'idée, c'est que les gens, en fonction de la situation sociale des mangeurs sur le territoire, en fonction de la situation de l'agriculture, de la diversité cultivée, de la diversité à recultiver, etc., en fonction, bref, de la situation et
générale, agricole et alimentaire, eh bien, les gens par leur activité pourraient conventionner et choisir finalement ce qu'on produit sur le territoire. Parce qu'évidemment, quand on flèche 120 milliards d'euros, je rappelle que le budget de la PAC, hein, c'est 9 milliards. Quand on flèche 120 milliards d'euros vers un certain type d'offres, bien évidemment, cette politique alimentaire, puisque c'est une politique alimentaire hein, qui crée de l'égalité face à l'offre, a une vocation de politique agricole, une vocation de transformation de l'agriculture, puisque il y a environ 2/3 de la valeur, enfin du pognon que chaque caisse en gestion qui est utilisé comme crédit accordé à chacun des mangeurs, mais vous avez 1/3 aussi de cette valeur, de cette manne, qui est utilisée comme caisse d'investissement pour créer une offre supplémentaire cohérente avec le produit de l'activité démocratique. Voilà le truc qu'on est en train de travailler nationalement là, et qui n'est pas une revendication qu'on a ce gouvernement. Hein. On le pense comme on avait pensé le régime général dans l'immédiate après-guerre, c'est-à-dire comme une initiative populaire. Et Stéphanie et Suzanne, est-ce que vous envisageriez d'intégrer la sécurité sociale alimentaire dans le programme du nouveau ministère de l'Agriculture éventuellement? On t'entend pas, il faut que tu mettes ton micro, Stéphanie. Non. Il est pas enclenché. Là, vas-y. Ah, on n'entend pas Stéphanie. Alors Stéphanie me disait en off que c'était hyper intéressant. Il faudrait faire un film qui explique ce programme d'une manière super claire. Oh, il y en a plein. Vous en trouverez plein. On a fait plein de vidéos, plein de films. Ça se trouve. Emmanuel, par le nouveau ministère de l'Agriculture, ça sera pas pareil. Et comment il s'appelle alors le programme, c'est la sécurité sociale alimentaire, c'est quoi c'est sécurité sociale de l'alimentation. D'accord. Alors, ouais, enfin, il y a des conférences gesticulées, il y a plein de trucs. Hein. Ah oui, d'accord, super. Ah, Thomas a une question. Je sais pas comment ça va. Il change de pièce parce que sinon, comme on est dans la même pièce, ça. Social Arsène. Oui, salut. Je vais poser quelques questions en fait de ce programme, la sécurité sociale pour l'alimentation. Ça met pas à mal un peu tout ce que tu disais tout à l'heure sur l'Union européenne, les livres-échanges et l'effet de ne pas pouvoir mettre tous les niveaux, tous les niveaux de vie au même niveau et tout ça. Bon, à vrai dire, comme j'ai été trop long sur les pesticides, j'aurais dû passer par, j'aurais dû développer un autre argument. En fait, ce qu'on dit à la Confédération paysanne concernant l'urgence à sortir des pesticides, c'est que tant que on n'aura pas neutralisé la variable compétition à la distorsion de concurrence à laquelle on est soumis dans le cadre des marchés uniques européens, on ne sortira pas des pesticides. C'est inenvisageable. Les pesticides sont un outil de la compétition. Ils compriment les coûts de production. Tant qu'on reste dans un régime qui organise non seulement, qui organise les distorsions de concurrence, hein, puisqu'on a interdiction d'harmoniser, hein, comme je le disais tout à l'heure, article 153. Tant qu'on reste là-dedans, on ne peut pas sortir des pesticides. C'est impossible. Donc on prône à la conf l'instauration de prix minimum d'entrée sur le marché national. C'est-à-dire que pour chaque production, les importateurs ne pourraient pas, pour chaque espèce, ne pourraient pas faire rentrer sur le marché national des lots dont le prix est inférieur
aux coûts de production dans les conditions sociales, salariales et réglementaires françaises. Mais justement, c'est ce qui va, ça va à l'encontre Oui. la livre. Absolument. Absolument. Donc, du coup, en fait, on parle d'une fermeture des frontières aux échanges commerciaux, qui veut dire une Non. restructuration totale de l'Union européenne. Pas du tout. Pas du tout. Bon, d'abord, il s'agit pas d'instaurer une frontière physique là. Hein. On n'a pas besoin de dérouler les barbelés. Bien sûr. Il suffit. Alors là, pour le coup, on est en contact avec les syndicats de douaniers. Ils nous ont dit, mais votre truc, c'est la rigolade à mettre en œuvre en fait. Il suffit de la même manière qu'on contrôle, qu'on prélève la TVA auprès de tous les importateurs. De la même manière, il s'agit de contrôler. Enfin, un contrôle sur le document, je veux dire, ça se fait tout le temps. D'une part. D'autre part, tu auras noté que je t'ai pas parlé de droit de douane. C'est-à-dire que la différence entre le droit de douane et le prix minimum d'entrée, c'est précisément sa philosophie internationaliste. Si tu veux, un droit de douane, il a le même effet, il protège l'économie nationale en renchérissant le prix des importations moyennant une taxe, mais qui échoit à l'État importateur. Et donc, le droit de douane laisse inchangée la situation outre-frontière. La situation, par exemple, d'exploitation des ouvriers agricoles par les paysans espagnols et des paysans espagnols par les exportateurs espagnols reste inchangée. Avec les prix minimums d'entrée, il n'y a pas de taxe qui échoit à l'État importateur et en lieu et place, le renchérissement qu'on opère par cet outil de sorte à neutraliser la distorsion de concurrence, eh ben, ça passe par simplement le fait d'acheter plus cher, en fait. Donc, tu injectes une valeur ajoutée supplémentaire, d'ailleurs énorme, soit dit au passage, hein, puisque nous, on produit des pêches avec des coûts de production de 1,50 € en France, dans les conditions sociales françaises, et l'Espagne nous envoie des pêches à 80 centimes, quoi. Hein. Donc, si on met un prix minimum d'entrée à 1,50 €, c'est-à-dire que le prix de vente des pêches espagnoles par les filières espagnoles est doublé quasiment, d'un coup, d'un seul. Alors évidemment, tout ça, je vais pas vous raconter que je crois à la théorie du ruissellement, parce que c'est pas le cas. Évidemment, cette valeur ajoutée supplémentaire, elle tombe dans la poche des exportateurs. C'est pas le but, mais on n'y peut rien. En tant que société française, on n'a pas la main sur l'organisation des filières et la répartition de la valeur ajoutée sur les filières espagnoles. Par contre, dans une logique internationaliste, moi, ce que je dis sur ce sujet, c'est que acheter le double, injecter autant de valeur supplémentaire dans l'économie exportatrice, là, des filières espagnoles, évidemment, c'est une manne qui est autant de matière économico-argumentaire pour le monde du travail espagnol, à la fois pour les ouvriers agricoles vis-à-vis des paysans et les paysans vis-à-vis des industries exportatrices ou transformatrices espagnoles. Je veux dire par là que avec un prix minimum d'entrée, non seulement on protège notre économie nationale et on permet une série de trucs, relocaliser, sortir des pesticides, etc., mais en plus, on donne des moyens à la configuration sociale espagnole, et ben finalement d'élever ses standards sociaux, salariaux, etc., environnementaux, etc. C'est un outil internationaliste, paradoxalement. C'est un outil protectionniste, mais à visée internationaliste, de notre point de vue. C'est pour ça qu'on a opté pour des prix minimums d'entrée plutôt que des droits de douane. Et alors oui, bien évidemment, c'est un problème, mais bon, ok, c'est pas pour autant que on peut tourner la question dans tous les sens. Hein. Il y a un problème avec l'inscription du libre-échange dans la Constitution européenne. Soit dit au passage, il y a un seul précédent historique dans le monde moderne où on a eu un texte constitutionnel qui réglementait l'économie et le commerce, comme c'est le cas du traité de Lisbonne. C'est arrivé une fois, c'était la constitution de l'Union soviétique sous Joseph Staline. Voilà. Ouais, il y a un truc, moi, enfin, comment dire, je suis absolument d'accord en fait avec tout ce que tu as dit. Il y a juste que voilà, c'était juste qu'il fallait savoir, il fallait le dire, que ce dont on parle, enfin, tirer un trait sur le traité de Lisbonne de 2009 et juste une autre chose, parce que tu le disais là tout à l'heure, c'est que c'est pas une constitution, c'est un traité. Oui.
Et les traités, enfin, je veux dire, ça c'est paraphe, ça s'échange, ça c'est tout, tout le temps. C'est pas, alors que changer une constitution, c'est une autre paire de manches. Je veux dire que ça aussi, dans l'imaginaire des gens, ça peut donner comment dire, créer le désir de possibilités, en fait. C'est possible de changer un traité. Ben, je vais te faire une confidence. Tu vois, quand j'accepte, tu vois, de passer un temps de discussion comme on est en train de le faire là, de mon point de vue, parce que moi je n'ai pas le plus petit espoir qu'on puisse, tu vois, obtenir d'un gouvernement tel celui de Macron ou même un gouvernement dit socialiste précédent, de mettre en place des prix minimums d'entrée, donc de rentrer dans un rapport de force avec les institutions européennes. Euh, il faut préalablement construire un rapport de force populaire à l'intérieur de notre espace politique national. Et en fait, parler de prix minimum d'entrée là avec vous et vous montrer, de vous donner à voir l'économie agricole, les difficultés qu'on a sur le terrain, sur des terrains qui vous intéressent comme celui des pesticides, puisque c'est le sujet qui parle le plus aux mangeurs, enfin probablement sur les questions agricoles et alimentaires. Mais je considère que je suis en train de participer de la constitution d'un rapport de force sur ces questions-là, qui tôt ou tard doit nous amener j'espère, faire qu'un gouvernement français prochainement puisse être amené à aller au clash et avec les institutions européennes. On veut pas, enfin, il faut se rendre compte qu'on est en train de s'empoisonner, de bousiller nos écosystèmes et de nous déposséder notre possibilité de nous alimenter. Mais c'est quand même dingue. Au moment même où il faudrait au contraire relocaliser la production, réasseoir la production de notre alimentation sur une base sociale beaucoup plus large, de façon à réagir à tous les chocs climatiques, économiques, sanitaires qui s'annoncent, quoi. C'est quelque chose, c'est pas une coquetterie politique, hein, que d'aller, que de construire un rapport de force vis-à-vis des institutions européennes. C'est quelque chose de relativement vital, hein, il me semble. Hein. Et alors juste pour refaire bien, là déjà je viens d'aller sur cette question de prix minimum d'entrée, etc. Quand on parle de prix minimum d'entrée, je ne sais pas si vous faites un peu le lien avec ce que j'avais dit juste avant, mais il est d'autant plus important de penser socialisation de l'alimentation. Parce que le but des prix minimums d'entrée, hein, c'est très clair, hein, c'est de renchérir les prix de l'alimentation. De revenir sur cette évolution délétère qu'on a eue depuis les années 50, là, division par 2,5 du budget alimentaire des ménages. Si on veut sortir des pesticides, si on veut produire une plus grande diversité, produire au plus près des bassins de consommation, y compris là où les rendements sont pas les plus élevés, etc., il faut consacrer plus de valeur relative à notre alimentation. Et ça, étant donné la paupérisation de pans entiers de la société par les politiques néolibérales, la démolition du droit du travail par Macron, et d'autres, hein, d'ailleurs, ce qui est en cours concernant les retraites ou l'assurance chômage, bref, toutes ces politiques-là paupérisent et précarisent énormément de monde. Ces politiques précarisent et paupérisent beaucoup de monde, et donc si on met pas en place des outils, si en plus nous, pour des raisons autres, on renchérit l'alimentation, ça clash, quoi, ça pose un énorme problème. Donc il faut socialiser pour que une bifurcation de notre rapport à la valeur de l'alimentation ne soit pas préjudiciable à une fraction importante de la population. Tu vois le lien entre prix minimum d'entrée et sortie des pesticides, protectionnisme intelligent et socialisation? Oui. Complètement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur l'ensemble de ce qui a été dit? Parce que je crois que Martha n'arrive pas à activer son micro. Oui, non, je disais, oui, voilà, je me demandais s'il y avait d'autres questions et si vous voulez, on pouvait faire aussi une conversation un peu à bâton rompu sur ces questions, si ça vous intéresse.
Alizé? Oui, comme vous souhaitez, voilà, les participants aussi, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur l'ensemble de voilà, ce qui a été dit ou d'avoir un peu des éclaircissements. Le nouveau ministère? D'accord. Ouais, je suis désolée, j'arrive pas du tout à rallumer mon écran. Mais je me demandais si on invitait les gens à allumer leurs écrans, on se voit. C'est plus facile de parler avec une image, même si moi, j'arrive pas du tout à le faire. Ouais, tout le monde peut allumer son écran peut-être, parce qu'on n'est pas très nombreux et en fait, on transmis, les gens le regardent plutôt sur le live Facebook, donc je pense que c'est possible que tout le monde se mette en... Mais peut-être qu'ils sont comme moi, un peu. Quoi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Partie est revenue. Oui, Ah, oui. bah voilà. Par contre, l'image est fixe, je sais pas, c'est l'info. Ouais, C'est bon. j'avais une question, Emmanuel, du coup, sur est-ce que pour argumenter également ce parallèle entre une sécurité sociale alimentaire et une sécurité sociale telle qu'on l'a aujourd'hui sur la santé, j'imagine aussi qu'il y a tout un axe sur la question de l'alimentation comme étant une des données primordiales de la santé, parce qu'on Oui. évidemment on en est parfaitement conscient aujourd'hui, donc j'imagine que c'est aussi un axe politique du développement de votre programme. Oui, oui, c'est la question de la santé publique est l'une des l'une des familles de raisons pour lesquelles il est urgent de réformer notre alimentation, et ses modes de production, de distribution, etc. Oui, oui. Oui, parce que ça pourrait presque être une branche de la Sécu, en fait. Ah, mais c'est comme ça qu'on le pense, hein. Ah, d'accord. Je pensais que c'était un peu parallèle, en fait. Bon, à vrai dire, Enfin, peu importe. Hein, je c'est pas. comprends bien que c'est complètement lié. Tu veux, on n'est pas en train, enfin, je pense pas qu'à terme on propose quelque chose de très précis dans son élaboration technique. Notre propos, c'est avant tout, à ce stade en tout cas, là où on en est, et d'ailleurs ça fonctionne à merveille, c'est avant tout de susciter un désir parmi la population. Et voilà, parce que l'institution d'une sixième branche de la Sécu, c'est une, ça n'a de sens que si c'est véritablement couplé à une activité démocratique. Regardez ce que la branche santé a donné du fait de l'absence de démocratie dans sa gestion. Ça donne des Sanofi et des géants de la multinationale, ça donne Big Pharma, quoi. Et s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas la partie conventionnement à partir d'une activité démocratique locale autour des questions d'agriculture et d'alimentation, on aurait, enfin, je veux dire, ça ne changerait probablement pas grand-chose aux évolutions en cours en matière agricole et alimentaire, quoi. On aurait des géants d'industrie qui se saisiraient de cette nouvelle configuration pour adapter leur offre industrielle et capitaliste à la nouvelle donne. Mais c'est pas ce dont il s'agit. Donc ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on en est à donner à voir les tenants et aboutissants et la complexité des sujets agricoles et alimentaires, les partager avec un maximum de monde dans la population. Et c'est vrai que ça marche super, on est super sollicité de partout. Il y a un vrai enthousiasme, je crois, des gens pour ce projet, parce que pour une fois, on n'est pas dans la résistance, quoi. On n'est pas finalement dans une posture de perdant, et on est dans l'offensive et la transformation sociale systémique et universelle. C'est ça le truc.
c'est que on s'est, en tout cas sur les questions agricoles et alimentaires, mais il y en a d'autres, hein, on s'est trop fourvoyé dans les démarches alternatives. Maintenant, quand on a pensé que le marché, que les logiques de marché pouvaient petit à petit transformer l'ordre social. L'agriculture biologique s'est pensée comme en créant un cahier des charges autour duquel des producteurs et des consommateurs attachés à certaines valeurs pouvaient se reconnaître. Et ben, cette démarche-là, elle pensait grandir indéfiniment et finir par faire tomber l'ordre agricole et alimentaire établi. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est terrible ce que je vais dire, mais j'en suis convaincu. L'agriculture biologique maintenant est devenue un frein à la sortie des pesticides. Parce que quand je me pointe en tant que représentant de la commission pesticides de la Confédération paysanne au ministère de l'Agriculture pour souligner la dangerosité de tels pesticides et l'urgence qu'il y a à retirer son autorisation de mise en marché, on me dit mais comment ça, monsieur, mais vous n'avez qu'à vous engager dans l'agriculture biologique. Et vous, monsieur ou madame le consommateur ou la consommatrice, mais vous avez bien un rayon bio dans votre supermarché, vous n'avez pas une Biocoop dans votre quartier? Qu'est-ce que vous voulez qu'on légifère et qu'on impose à tout le monde vos désirs? Vous voyez, il faut comprendre que ces problématiques-là, elles existent au plan systémique et social. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. L'agriculture industrielle, l'industrialisation de l'agriculture se légitime comme seule permettant aux pauvres d'accéder à l'alimentation. Si on ne traite pas cette question-là, si on n'est pas d'emblée dans des compréhensions à ce niveau logique-là, on se fourvoie et le plus souvent, finalement, on fournit des arguments à l'adversaire. Après, bien évidemment, que l'existence d'alternatives, l'agriculture biologique, elle a énormément de mérite. Elle a permis de sauver plein de paysans de la logique de compétition. Elle a permis de faire la démonstration qu'on pouvait produire sans pesticides, toutes les productions. Et elle a permis de sauver des savoir-faire et même d'en créer de nouveaux. Donc les alternatives, c'est essentiel. Mais il faut bien comprendre, il ne faut pas tomber dans le panneau de l'illusion narcissique selon laquelle ma petite responsabilité, le fait que je prenne mes responsabilités au plan individuel, de proche en proche, selon une philosophie assez libérale, hein, selon laquelle on est une société, c'est une collection d'individus. Non, ça n'est pas une collection d'individus, une société. C'est plus que ça. Il y a des effets de structure. Et si on ne veut pas les voir, on se retrouve avec nos initiatives individuelles ou micro-sociales pris dans des logiques de niche qui viennent légitimer l'offre dominante dans la société. L'offre dominante. Juste une anecdote, hein, c'est pas pour. Vous connaissez le Terre de Liens, je suppose. Le travail qu'ils font est très intéressant. Ils proposent aux gens de réserver, d'engager leur épargne personnelle dans la préservation de foncier, dans la mise à disposition de foncier pour produire l'agriculture biologique. C'est super bien. Mais il faudrait 750 ans pour sauver un département français de l'industrialisation de l'agriculture, au rythme auquel Terre de Liens a réussi à sauver des surfaces jusqu'à maintenant. Ce que Terre de Liens a sauvé comme surface, à détourner du marché capitaliste à proprement parler de surface agricole pour installer des jeunes paysans dans l'agriculture biologique, en 20 ans, c'est ce que la logique capitaliste et l'industrialisation de l'agriculture détruit en une semaine. Il faut se rendre compte des proportions, ce que fait Terre de Liens est indispensable au champ symbolique, fait la preuve qu'on peut faire autre chose que de la logique de marché, etc., etc. C'est essentiel, mais en termes quantitatifs, en termes de transformation sociale effective, c'est extrêmement limité. Et je peux d'ailleurs inclure la Confédération paysanne, l'atelier paysan dont je fais partie aussi, bref, beaucoup de nos alternatives sont hyper importantes, hyper intéressantes, hyper intelligentes dans ce qu'elles font et dans les démonstrations qu'elles font, mais elles sont quantitativement, en fait, on est dans le champ symbolique. Il faut bien s'en rendre compte.
c'est très satisfaisant pour nous qui sommes engagés dedans, mais dans les faits, on ne change pas grand-chose. Voire même, on crée l'illusion de ce que les choses sont en train de changer. Moi, je suis, quand on discute de gens qui sont pas trop branchés agriculture et alimentation, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, en fait, étant donné l'ampleur de la présence de sujets agricoles et alimentaires au travers de la présentation des alternatives dans les médias, les gens sont persuadés, beaucoup, que en fait l'agriculture française elle est en train de se libérer des pesticides, que y a plein de gens qui s'installent et que tout ça c'est qu'on est en cours de désindustrialisation, mais c'est absolument faux. C'est l'inverse qui est en train de se passer, malheureusement. Malgré cette myriade d'initiatives et malgré la passion de la société française pour les questions agricoles et alimentaires, qui est une grande chance pour nous. Mais il faut maintenant probablement insister sur le fait que ces problèmes, ils existent avant tout au plan systémique et que s'il faut développer des alternatives et s'appuyer dessus, en aucun cas elles ne sont suffisantes. Il faut attaquer les choses là où les problèmes existent. L'inégalité sociale face à l'offre alimentaire, le libre-échange organisé par les traités européens, etc. Je ne dis absolument pas que les alternatives, que nos initiatives individuelles, etc., sont inutiles, bien loin de là. Mais toutes seules, malheureusement, elles sont insuffisantes. C'est une pensée, c'est une... Oui, pardon ? Je sais pas, mais il y a une question de quelqu'un, Claire. Elle demande, est-ce que certaines régions sont plus responsables que d'autres? Y a-t-il des disparités? Certaines zones sont-elles exemplaires? En termes d'usage de pesticides ou de... Je pense que sa connexion fonctionne pas bien, donc du coup, elle écrit sur le chat à côté. Oui, pesticides, elle dit. Il y a des régions de France où on utilise moins de pesticides, là où il y a moins d'agriculture ou moins de certaines productions qui requièrent, dans le contexte économique et commercial, l'usage de beaucoup de pesticides. Donc nous, on est dans le Tarn-et-Garonne, je rappelle. Le Tarn-et-Garonne, c'est un département où il y a encore premier verger de France, voilà. Voilà, beaucoup d'arboriculture et c'est vrai que l'arboriculture recourt à beaucoup de pesticides, une grande diversité parce qu'il y a beaucoup de problèmes sanitaires sur les productions fruitières, quoi. Et non, je pense que le Tarn-et-Garonne, les départements viticoles, etc., sont quand même passablement concernés par le sujet, ouais. Hélas. L'année dernière, on avait eu justement une étude de FNE qui avait porté un peu sur qu'ils avaient fait en parallèle avec un cancérologue. Ils avaient étudié notamment une zone près de Bressolles pour voir justement les habitants et aussi les agriculteurs qui habitaient près des vergers et les taux d'incidence aussi sur les cancers. C'était assez faramineux. Et c'est une étude, je pense, qui se retrouve sur le site de FNE Tarn-et-Garonne et qui était assez éloquente. Ouais. Je veux bien que tu nous l'envoies, Élisée, ça m'intéresse. Oui, pas de souci. Oui, c'était Bressolles et il y avait une deuxième ville, assez proche de Montauban, mais des villes où il y a énormément de vergers. Et ça avait été fait, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je vous l'enverrai. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais regarder. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, la question de Claire, c'était vraiment si tu savais s'il y avait des régions qui étaient plus exemplaires que d'autres en France où on est à peu près au même niveau partout. Au plan législatif, il n'y a aucune ou réglementaire. Les régions n'ont aucun moyen. Ce n'est pas du tout une merde. C'est quoi une prérogative? Non, une compétence. La réglementation pesticide n'est absolument pas une compétence régionale. Donc en fait, on peut pas dire qu'il y a une région qui soit exemplaire politiquement sur le sujet. Il y a des régions où il y a peu d'agriculture, où il y a des productions qui requièrent moins de pesticides que d'autres et où du coup on utilise moins de pesticides, mais c'est pas du fait d'une volonté politique, parce qu'il n'y a pas le levier au plan régional. Je sais pas, la gestion du deuxième pilier de la PAC
par les régions, qui a été décidé il y a quelques années, qui change beaucoup les choses, à vrai dire, hein, puisque l'enveloppe qu'elles ont en gestion reste les mêmes d'une région à l'autre. Donc bon, ça change pas grand-chose. Non, je peux pas, non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Par contre, peut-être on peut parler de département. Moi, je me souviens, j'avais travaillé justement avec des maraîchères bio en Ariège. Et là, c'est vraiment du fait du dénivelé de l'Ariège, qui est surtout montagneux, tout ça, des terres difficiles, tout ça. Ils avaient moins de pesticides et ils avaient le plus de petites exploitations bio de tous les départements de France. Enfin, ça, c'était il y a 10 ans quand j'y étais. Mais Ouais. ça, c'est à cause du paysage, quoi. La configuration. Voilà. Il y a beaucoup d'élevage. Et en élevage, on recourt moins aux pesticides. Disons qu'on recourt aux pesticides produits, utilisés sur d'autres continents, plutôt, en important l'aliment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, paroles qui veulent être portées? Moi, je pense qu'à des trucs hyper tristes parce qu'ils vont sûrement utiliser moins de pesticides maintenant parce qu'ils ont leurs espèces de drones et de robots qui vont cibler les plantes et on va en utiliser beaucoup moins parce qu'on aura développé des technologies 10 fois plus crades et tout. Enfin, voilà. Moi, excuse-moi, mais des choses hyper distraites. Tu as tout à fait raison. C'est la piste du gouvernement pour affronter le sujet des pesticides. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui coince en agriculture, c'est l'opportunité pour le pouvoir en place d'essayer d'en tirer quelque chose. Et là, ils essaient de faire que cette problématique de pesticides puisse bénéficier à une autre filière, en l'occurrence la robotique. Voilà. Donc ils ont mis 30 millions d'euros au mois de mai, quelle honte, pour équiper les paysans proches des habitations de pulvérisateurs à la régulation de dérive. C'est-à-dire qu'ils sont censés balancer des pesticides moins loin, quoi. 30 millions d'euros, c'est 3 fois l'enveloppe que pourrait avoir une aide couplée, enfin une aide de la PAC pour les fruits et légumes en France, tu vois. En fait, on se sert toujours d'éléments on s'est toujours servi de l'agriculture pour aider les paysans, pour servir des dessins, pour servir le soutien à d'autres filières économiques, quoi. Et là, la robotique, là, l'agriculture, c'est un prétexte pour financer à des niveaux vertigineux l'industrie robotique française. C'est le prétexte, mais le but c'est pas de protéger la santé des riverains. Le but c'est de rendre acceptable le fait de balancer 250 millions d'euros comme ça pour un secteur qu'on a envie de soutenir, voilà, avec l'argent public. Est-ce qu'il y a des initiatives pour discuter et répondre un peu à tous ces questionnements qu'on discute au niveau scolaire, au niveau de l'éducation, en fait? Est-ce qu'il y a aussi, parce que bon, j'imagine qu'il y a différentes sortes de temporalités par rapport à cette controverse, mais qu'il y a, donc là, on a beaucoup parlé des questions du temps relativement court, enfin, des choses qui nous arrivent maintenant, mais évidemment, il y a une autre manière de voir la chose, c'est-à-dire que, étant donné ces verrous du traité de Lisbonne qui empêchent quand même d'aller bien loin dans toute cette affaire, et le fait de envisager un changement d'imagination collective des gens par rapport à comment se nourrir et de quelle manière en fait être en relation de production d'alimentation avec le sol. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre au niveau de l'école, voire même école primaire, collège, des choses comme ça en fait? Il y a des initiatives locales qui peuvent évoquer la vôtre. Il y a pas mal d'écoles là, c'est un mouvement qui est depuis quelques années de mise en place de potagers dans les cours d'école, ce genre de choses. Après, il y a un enjeu énorme, mais qui est très difficile à affronter, celui de l'enseignement agricole. Mais alors là, on est face à une problématique qui est très difficile, c'est celle de la fragmentation de la société française sur des schémas identitaires en fait. Parce qu'en fait, les lycées agricoles sont, il y a beaucoup d'enfants de paysans, en fait, de paysans historiques au plan sociologique, quoi.
Et cette catégorie sociale, les paysans historiques, vit extrêmement mal et bien légitimement l'injustice vertigineuse qui lui a été faite, quoi. Faut se rendre compte de ce qu'a subi cette catégorie, cette classe, quoi. Enfin, je sais pas comment la qualifier. On a ridiculisé ces savoir-faire dans les années 50. On a essayé de monter les enfants contre les parents pour les faire changer, pour que le plus vite possible les nouvelles technologies qui étaient les pesticides ou le machinisme soient mis en place sur les fermes, que la diversité produite soit abandonnée au profit d'une hyperspécialisation, etc., etc. Bref, on a dit aux gens, on a dit aux paysans, vous êtes des cutéreux, des ploucs, etc. Mais si vous répondez désormais aux attentes sociétales que sont la baisse de la valeur relative de l'alimentation, etc., etc., en abandonnant vos savoir-faire et en utilisant ce qu'on vous propose là, alors vous deviendrez des entrepreneurs et vous accéderez à une reconnaissance finalement sociale à égalité avec les autres professions et le reste du corps social, quoi. Ce qu'on n'avait pas dit, c'est que ça impliquerait que les paysans s'entre-massacrent pendant des décennies, se bouffent les uns les autres, dans une espèce de fuite en avant, d'agrandissement pour toujours essayer de compenser l'écrasement des marges par l'augmentation des volumes. Et voilà. Et là, milieu des années 2000, au début des années 2000, la société française, en l'occurrence, se rend compte de la dévastation qu'a occasionné au plan sanitaire, au plan écologique, la mise en œuvre de ses choix à elle, manger moins cher, etc. Et comme entre-temps, la société a perdu de vue qu'elle était société et ne se pense plus que comme collection d'individus, eh bien on se met à imputer aux exécutants de ces choix iniques les conséquences de leur pratique. C'est-à-dire que concrètement, assez largement, alors et c'est en train de changer depuis là il y a ça bouge un peu, mais la façon dont certaines organisations environnementalistes font porter le chapeau aux individus paysans des conséquences des pesticides est proprement scandaleux. Et moi je comprends absolument la façon dont les paysans historiques, et puis j'en ai quelques-uns en Lot-et-Garonne, vous devez le savoir, qui sont particulièrement remontés, ils vivent extrêmement mal cette accusation qui leur est portée, et ils le vivent d'autant plus mal qu'ils ont beaucoup de mal à envisager les 60 années qu'ils viennent de passer en tant que classe et ce qu'ils ont effectivement subi, parce que dans ce qui a été imposé au monde paysan, il y a eu la nécessité de s'entre-massacrer, quoi. Et ça, pour l'admettre, que non seulement on s'est fait berner, mais qu'en plus on s'est détruit soi-même en tant que catégorie sociale. C'est extrêmement difficile à accepter, et je pense que ça constitue une espèce de barrage à la possibilité de penser politiquement l'histoire qu'ils ont vécue. Et donc la révolte, le sentiment de violence symbolique qui est ressenti, ça s'exprime sur le terrain identitaire plus que politique. Et c'est tout à fait cohérent avec la façon dont notre société part en miettes, à plein d'égards. Il y a une logique séparatiste qui est à l'œuvre dans le monde paysan, qui ne veut même plus, chez moi c'est comme ça atteint des niveaux, ne reconnaît plus la loi commune. Ce qui s'est pas le creusement du lac de Caussade, vous allez entendre parler, c'est une expression de ça. C'est pas du tout une question de flotte, hein, le lac de Caussade. Hein, c'est une question d'affrontement identitaire entre des cultures urbaines et environnementalistes et un monde paysan qui se sent, qui reçoit une violence extrême et qui l'exprime de cette façon-là.
COSAT dans le Lot-et-Garonne, Oui, dans parce qu'on en a aussi un dans le Tarn-et-Garonne, mais Ouais. voilà. Merci d'en parler de ça parce que c'est vrai que enfin, ces agriculteurs-là, ils vivent une injustice et c'est vrai que même à Nègrepelisse, on a des panneaux, enfin, stop à l'agribashing, les paysans vous font vivre, donc ils sont effectivement complètement, enfin, ils vivent ça d'une manière très violente, quoi. Alors, je peux en dire un mot sur l'agribashing? Ouais. Mais mais vraiment, c'est accablant. Euh, L'agribashing, c'est une notion qui a été inventée par la FNSEA il y a 3 ans pour qualifier la montée dans le débat public de la critique des pratiques agricoles, industrielles, ou industrielles ou pas d'ailleurs, mais en tout cas délétères, quoi, hein, en particulier les pesticides, mais aussi la question de bien-être animal, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été inventé par l'organe qui a plus que co-géré d'ailleurs, qui a quasiment dirigé l'ethnocide des paysans et la transformation de l'agriculture en une industrie. Donc en fait, il y a plein de problèmes qui se posent liés aux conséquences de la politique qu'a menée la FNSEA conjointement avec l'État français. Et de façon à ne pas avoir à l'affronter politiquement et à rester sur la même ligne industrialisatrice, ils donnent des billes conceptuelles aux gens qui sont bernés, aux paysans, pour les amener sur le terrain, pour que leur colère elle n'aille pas sur le terrain politique et qu'elle soit sur le terrain identitaire. Et pour couronner le tout, comme l'État est co-responsable de cette histoire dégueulasse, eh ben l'État reprend à son compte cette notion. Les préfectures ont convoqué, notamment quand elles ont mis en œuvre ces putains de chartes, là, eh ben ils ont repris la notion d'agribashing dans l'invitation. Forcément, hein, parce que c'est eux aussi, pour les raisons que j'indiquais au début de l'intervention, quand je parlais des pesticides, l'État a intérêt à ce que le débat public dérape, enfin bref, s'éteigne en tant que débat politique et qu'il prenne le tour d'un affrontement identitaire, parce que il ne peut pas, étant donné ses orientations idéologiques néolibérales, il peut pas affronter, il peut pas prendre en charge une transformation du modèle agricole et alimentaire, sans remettre en question les traités européens, sans remettre en question les politiques qui mènent sur le terrain social, qui paupérisent les gens et qui rendent problématique l'accès à l'alimentation, etc., etc., etc. Non, cette histoire enfin, c'est vraiment, c'est affreux. C'est affreux. Et en plus, j'ajoute à ça que il y a beaucoup de gens dans les secteurs environnementalistes et dans le monde militant critiques de l'agriculture industrialisée qui se livrent à un concours de beauté morale en quelque sorte vis-à-vis des paysans et qui sont dans un mépris de classe détestable et absolument contre-productif. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir des parallèles entre nos méthodes d'agriculture où on fait en sorte que les plantes luttent les unes contre les autres plutôt que de s'entraider et la manière dont, voilà, tu vois, ces paysans qui se retrouvent, ces fermiers qui se retrouvent ciblés pour des méthodes qu'on leur a imposées, etc., qui se retrouvent seuls, en fait, en compétition, comme tu dis. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ce qu'on a fait de nos plantes, ce qu'on a fait des plantes et ce qu'on se fait à nous-mêmes. Ouais, d'une certaine façon. Ouais. Ouais, il y a un concept, la dépolitisation, il y a un concept, je sais pas si vous connaissez ce concept de réification, qui est intéressant. Le fait de, réification de res, le fait de faire chose, de transformer ce qui est vivant et de l'ordre de la création, hein, le champ social
Et historique, c'est le champ de la création. Et la réification, c'est cette propension dans le champ social historique à faire que les gens soient des choses finalement et à déposséder leur capacité de transformation sociale. Ça y est, on voit très bien. On parle aussi de engendrement, en fait, à côté de réification. Engendrement, Ouais. c'est-à-dire Par rapport au concept que tu disais, en fait, que l'idée en politique, en fait, le corps politique humain, il rentre dans un rapport d'engendrement des choses. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Hein. Donc il faut repolitiser les plantes. Les plantes, ouais, enfin, moi je suis spéciste, hein, donc. Les plantes, elles ont leur politique. Hein. C'est juste, il faudra faire politique ensemble. Oui, de certaine façon. Mais en tout cas, commençons par en faire vis-à-vis de nos paysans. Il faut pas se raconter l'histoire. Hein. On ne changera pas l'agriculture par le grand remplacement sociologique de la classe paysanne de ce qu'il en reste. Vu comment les choses sont en train de tourner, et vu comment elles vont peut-être tourner à très brève échéance dans les campagnes là, je me demande s'ils se préparent pas des trucs. Faut pas se raconter. Pas se raconter que la vague la nouvelle vague de néo-ruralité qu'il y a depuis le début des années 2000, il y a beaucoup d'installations de jeunes en agriculture. Il faut voir que les conditions économiques sont tellement difficiles, étant donné que désormais, par exemple, l'Espagne produit 7 ou 8 fois plus de fruits et légumes bio qu'elle en consomme. Donc l'Espagne, désormais, est directrice en termes de prix sur les marchés européens. Donc en fait, les gens qui s'installent en agriculture biologique, en fruits et légumes, enfin en légumes par exemple, en maraîchage, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et les gens qui s'installent en Lot-et-Garonne en ce moment, ils sont même plus à faire des légumes pour le marché en frais. Ils font de la transfo, ils font des trucs qui sont super, hein, mais qui sont de l'ultra niche. Des petites confitures d'oignons, des soupes originales, des choses comme ça, ce qui est très bien, mais qui est absolument pas de nature à remplacer l'offre qui est encore le fait de la classe paysanne historique, quoi. Et puis d'ailleurs, ce serait bon, non seulement c'est irréaliste, mais c'est profondément injuste de penser. Enfin, moi, je ne peux pas me résoudre à cette perspective. C'est-à-dire cette perspective qui consiste à dire que les paysans historiques, que l'ethnocide s'achève et on partira sur des bases plus saines. Non, je suis pas, je suis pas incliné dans ce sens-là. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie. Ça va être très très difficile, hein, mais de chercher à politiser la situation de conflit identitaire qui se dessine de façon très dure dans notre société, quoi, avec nos paysans. Je crois il n'y a pas d'alternative. C'est très difficile, hein, mais il faut comprendre pour illustrer, juste pour dire un truc, juste un petit truc sur la dimension psychique du truc des pesticides. Quand on est producteur de fruits ou légumes en conventionnel, finalement, on doit choisir entre deux perspectives de mort. La mort biologique par l'empoisonnement avec les pesticides ou la mort sociale en mettant la clé sous la porte. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et comme on se représente toujours beaucoup plus difficilement sa propre mort que physique, que sa mort sociale et la faillite, tout simplement parce que tous les voisins ont déjà mis la clé sous la porte, on sait ce que c'est, et ben ce qui est retenu, finalement,
c'est le danger que font peser sur l'économie agricole l'aspiration sociétale à sortir des pesticides. Voilà. Euh, c'est extrêmement difficile, étant donné le sort qui est fait aux paysans par le libre-échange, que ce soit vis-à-vis des autres pays européens ou même à l'intérieur de nos filières. Hein, le rapport de force extrêmement défavorable à l'offre, à la production face à la grande distribution, aux industriels agroalimentaires, etc. Étant donné cette position dans laquelle sont placés les paysans, il est extrêmement difficile de souligner la mise en danger biologique dans laquelle ils sont en utilisant des pesticides, quoi. Parce que la question de la faillite est quelque chose de beaucoup plus prégnant et mesurable, et donc dans l'espèce de tension cognitive qu'il y a entre ces deux trucs, eh ben, les paysans refoulent d'abord le danger de l'utilisation de pesticides. Et la FNSEA est là pour leur fournir des éléments conceptuels qui facilitent le refoulement du danger des pesticides. Et voilà. Vous savez, il y a un truc qui est connu en médecine du travail. Les ouvriers qui ne mettent pas de casque sur les chantiers, c'est une façon de gérer l'angoisse, en fait, paradoxalement. C'est-à-dire que la mise en danger, ce qui est une mise en danger, en fait, est une façon pour le psychisme de refouler l'angoisse de la mise en danger, en fait. Si je mets le casque, je me trimballe avec ma peur au travail à chaque minute. Alors que si je le mets pas, c'est d'une certaine façon une façon de refouler l'angoisse et qui est nécessaire à passer la journée sur le lieu de travail. C'est un peu pareil. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous propose de conclure. Alizé, Stéphanie, Suzanne, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, et Emmanuel, pour finir cette discussion? Ouais, c'est passionnant, c'est fou, c'est hyper démoralisant parce qu'on parle même pas de l'accès au foncier, tu vois, on parle même pas de si tu veux acheter ces fermes De l'accès au foncier, je crois. Enfin, de la SAFER qui bloque tout, enfin, je suis proprement démoralisée. Non, alors c'est que j'ai bon. Mais non, mais c'est hyper important. Tout ce que tu nous as dit, c'est hyper important. Et puis, je sais que t'as été t'as dit des trucs, et je sais que par ailleurs, t'es force de proposition. Mais il y a tellement aussi de choses qui sont problématiques et qu'il faut entendre, en fait. Pour avancer. Quand tu vois, moi, les agriculteurs à côté de chez moi, ils ont un enfant handicapé, ils ont un cancer, enfin, tu vois, tout est là, et ils font du soja parce que ils ont des tracteurs énormes, et parce que, enfin voilà, ils sont complètement ficelés. Ouais. Ficelés. Et ils ont une ferme tellement grosse que qui c'est qui va racheter ça? Je sais même pas. Ah oui, c'est intransmissible. Ouais. Ben si, enfin, c'est intransmissible. Non, ce qui commence à se pointer, c'est qu'en fait, ces gros machins là sont repris par des formes sociétaires extrêmement compliquées, des formes capitalistiques en fait. Et c'est ce qu'on a notamment dans le Tarn-et-Garonne. On a plusieurs fermes, dont des fermes aussi d'adhérents, voilà, de la Confédération paysanne, qui se retrouvent là rachetées par le groupe Auchan pour justement produire pour des épiceries bio sur Paris, voilà. Et dont on va mettre en plus, voilà, quand on parle aussi d'autonomie des paysans, là, c'est des fermes où il y aura, comme tu disais, quoi, des chefs un peu d'exploitation, mais salariés, et où voilà, toutes les décisions viendront un peu d'ailleurs. Et là, ça se voit de plus en plus dans le Tarn-et-Garonne sur des fermes, voilà, qui sont un peu, on va dire, démesurées au niveau voilà, du prix, et qui correspondent pas du tout là aux porteurs de projets que nous on accompagne, notamment voilà, à la DEAR, et ça c'est vraiment des réflexions qu'on se pose dans nos réseaux voilà, à DEAR, sur comment justement on peut inverser cette tendance, puisque là on est quand même, enfin, dans le Tarn-et-Garonne et ailleurs, quoi, d'ici quelques années, plus de 40% qui partiront à la retraite, et sur des fermes là qui sont pas reprenables dans l'état actuel. Et si je peux, j'ai un peu vécu en Californie, et là-bas, en fait, ce qui se passe depuis 7 ans, un truc comme ça, c'est que c'est des spéculateurs qui achètent les fermes, des énormes fermes qui produisent toutes les amandes du monde, tous les fruitiers de Californie, tout ça, et ils louent aux fermiers.
Et donc les fermiers, bon, qui sont pas du tout des fermiers, qui sont des ingénieurs, physiciens, enfin voilà tout ce qu'il faut être pour être agriculteur maintenant, ils se retrouvent avec des loyers qui augmentent tous les ans à devoir. Ah ouais. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais. J'ai l'impression que c'est l'étape finale en fait. Quand Ouais. ça, Ouais. la finance qui achète les terres arables. Là, que tu peux faire. Ouais. Bah, on repasse à avant la Révolution française, quoi. Les seigneurs, finalement, qui ouais. Ouais. Je signale comme ça, pas mal des trucs que j'ai raconté là. On est en train d'écrire un bouquin là à quelques-uns dans le cadre de l'atelier paysan où justement comment dire, on essaie de mettre en avant là où là où on croit que résident les verrous, les grands verrous qui empêchent la transformation de l'agriculture et de l'alimentation qui est particulièrement urgente, quoi. Donc voilà, on parle de la demande alimentaire et de l'inégalité qui règne en son sein, du libre-échange, de la fragmentation identitaire de la société française, on n'en a pas parlé, mais ça c'est le cœur de l'activité historique de l'atelier paysan, c'est d'essayer de réinscrire dans le champ politique du discutable le rapport à la technologie en agriculture, d'où le prétexte de l'autoconstruction d'outils agricoles adaptés à la petite production que propose l'atelier paysan dans ses formations. Et voilà, on est en train de finaliser l'écriture d'un petit bouquin qui va peut-être s'appeler Reprendre la terre à la machine. La machine au sens large du terme, la technocratie, etc. Et les machines. Et en fait, dans le 4e chapitre qu'on est en train de terminer là, on rappelle ce que dans le monde de l'éducation populaire, on appelle le trépied de la transformation sociale. Les trois pieds de la transformation sociale. Ces trois axes, sans le traitement simultané desquels il ne peut pas y avoir véritablement de transformation sociale. D'abord, la construction d'un rapport de force concernant les aspects systémiques. Alors ça peut être rapport de force pour mettre en place des prix minimums d'entrée, rapport de force pour instituer une sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça c'est le rapport de force. Les alternatives, la production d'alternatives. Alors l'époque veut que, étant donné la façon dont on se représente comme insurmontable la construction d'un rapport de force, étant donné le grossissement, enfin la force des puissants, qui est toujours, les multinationales sont toujours plus importantes. Bref, il est néanmoins important de pouvoir expérimenter des choses. L'agriculture biologique a fait la démonstration il y a une quarantaine d'années qu'on pouvait tout produire sans pesticides, par exemple. Il faut développer ces alternatives, bien sûr. Et l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est pas l'éducation du peuple. Hein. L'éducation populaire, c'est cette activité d'élucidation par chacun et par tous de sa situation dans le champ social et des forces qui traversent et qui déterminent ce qu'on vit au quotidien. Une approche d'éducation populaire serait indispensable à faire que les paysans historiques se rendent compte que dans le conflit identitaire qui est en train d'émerger vis-à-vis de la culture urbaine et environnementaliste par exemple, ils défendent les outils mêmes qui ont été nécessaires à leur massacre en tant que classe. Voilà. Ça, c'est les trois axes de l'éducation populaire, et on donne plein d'exemples pour chacun de ces trois axes. Et j'espère que c'est de nature
à dessiner des pistes et non pas à déprimer comme mon intervention l'a peut-être fait là, comme tu le disais à l'instant. J'espère que non. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut révolutionner tout ça. Alors oui, peut-être que là, j'ai donné des éléments qui donnent l'impression que ça sera plus compliqué. Ben ouais, mais la réalité est telle et on n'a pas d'autre choix. De toute façon, que de chercher à transformer radicalement l'agriculture et l'alimentation. C'est indispensable. Ouais. C'est parfait de finir sur ça. Bah oui. Bon, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Ouais, merci Et, Emmanuel. je vous propose de terminer cette visioconférence. Merci infiniment Alizé, Emmanuel, Stéphanie et Suzanne d'avoir participé et au nouveau ministère d'avoir proposé cette conférence à la cuisine, enfin en visio. On va terminer, mais je vous propose en fait les intervenants de rester ensemble, histoire qu'on se dise au revoir gentiment. Voilà. Ouais. Et les autres à bientôt. On va continuer à faire pendant la période Covid. On essaie de garder le lien avec le public, donc on va continuer à proposer des choses en ligne et vous serez au courant. Voilà. À bientôt. Voilà, pour ceux aussi voilà, qui sont dans le Tarn-et-Garonne, on a un Facebook aussi de la Confédération paysanne où on met régulièrement voilà, les événements qu'on peut organiser voilà, ponctuellement ou les fêtes aussi de l'agriculture paysanne. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder aussi. Et sinon, nos locaux sont situés à Montauban, voilà, ils sont accessibles, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, ben voilà. Mais c'était chouette, merci. Ouais, c'était passionnant, merci beaucoup. Ouais.